honorables téléspectateurs, comme signalé dans le menu, nous sommes avec Dr Dansa Kourouma, l'une des sommités de la société civile. Nous allons nous intéresser également au deuxième sujet qui concerne le remaniement partiel du gouvernement. Alors, Dr Dansa Kourouma, le président de la République vient de procéder à un remaniement du gouvernement. Quelle est la réaction de la société civile? D'abord, si notre réaction doit refléter l'état d'esprit de l'opinion, je crois que l'opinion est restée insatisfaite des résultats du remaniement ministériel. Et d'autre part, il y a eu une augmentation, nous avons constaté cela, il y a des postes qui ont été créés qui vont bien avoir Je les appelle, s'il y a quelque chose que je reproche au gouvernement guinéen ces 20 dernières années, c'est du fait de prendre des décisions à la légère qui ne tiennent pas compte de l'orthodoxie administrative ou juridique, mais qui sont des décisions politiciennes prises juste pour faire face à des réactions populaires qui sont des réactions parfois épidermiques. Un homme d'État n'agit pas dans le sensationnel, un homme d'État agit conformément aux lois en tenant compte de l'opinion de la population. Alors, l'opinion de la population, d'après les analyses que j'ai pu faire, l'opinion est restée insatisfaite. D'ailleurs, elle est toujours insatisfaite des remaniements ministériels qui sont opérés depuis ces dernières années. Il y a des personnes qui n'ont aucun mérite, pas de respectabilité, pas de personnalité, même parfois, qui se retrouvent dans le gouvernement. Les fondements qui doivent déterminer le choix des membres du gouvernement restent fortement influencés par le pouvoir exécutif. Ce pouvoir aussi s'est trouvé être presque monopolisé par le président de la République. Donc, la réalité crève les yeux, ça peut frustrer. Je souhaite bonne chance au nouveau ministre et tous mes encouragements aux ministres qui ont été conservés. Je n'ai rien contre leur succès, mais la réalité est que je suis obligé de faire de telle sorte que mon discours reflète la réalité de l'opinion. Ceci m'amène aujourd'hui à dire que l'augmentation du nombre de ministères est contre-productive en tenant compte des besoins économiques. Nous rentrons dans une récession, dans une crise économique post-Covid-19. Tous les pays sont en train d'adapter leurs décisions politiques en tenant compte des conséquences économiques de la crise. Nous nous enfonçons dans la création parfois fantaisiste de ministères insectivores qui n'ont aucun impact en termes d'efficacité. Deuxième remarque, ça porte essentiellement sur les conditions, le maintien ou le remplacement des ministres. Il faut qu'on sorte du pouvoir absolu. Voilà. Le pouvoir absolu, c'est que le président de la République ou le Premier ministre ou je ne sais quelle autre autorité peut décider de démettre ou de maintenir quelqu'un dans le gouvernement sans une évaluation pragmatique de son bilan. Un ministre est choisi sur la base de critères intellectuels, techniques et moraux. Ces critères sont fondamentaux dans le choix de l'homme. Mais aussi, un élément qu'il ne faut pas oublier, l'engagement politique de la personne. Nous sommes dans un régime présidentiel ou des présidentialistes où l'engagement politique de la personne est déterminant pour qu'il soit dans le gouvernement. Mais ça, c'est un critère qui doit être soutenu par la compétence, par une bonne moralité. Et il doit avoir un contrat entre le président ou le chef du gouvernement dans une démocratie normale et le ministre, un contrat de résultats et d'objectifs qui doivent être contenus dans la lettre de mission. Qui doit évaluer ça? Il doit avoir plusieurs niveaux d'évaluation. Le premier niveau, c'est le chef du gouvernement, le chef d'orchestre, qui doit veiller en conseil interministériel ou à travers une évaluation ministère par ministère, chaque 6 mois, du niveau d'atteinte des objectifs ou des résultats confiés au ministre. Et le deuxième niveau d'évaluation, c'est le Parlement. Je suis pour les démocraties dont les nominations aux hautes fonctions de l'État passent par l'approbation de l'Assemblée nationale. Parce que c'est le pouvoir qui doit arrêter le pouvoir. Le pouvoir absolu, je ne suis pas pour le pouvoir absolu. Seul Dieu a le pouvoir absolu. Donc, mais cette évaluation parlementaire figure même dans les attributions du Parlement. Suivre et évaluer l'action gouvernementale, c'est une piètre rhétorique seulement. Suivre et évaluer, parce que l'Assemblée n'a aucun pouvoir d'évaluer
l'action du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui met son budget à disposition et les députés, tous les députés tournent autour du gouvernement pour avoir des avantages. Le fait que l'Assemblée n'est pas consultée pour renouveler, maintenir ou nommer des beaux cadres, c'est un manque à notre processus de gouvernance qui n'est pas participatif, dont le rôle de l'Assemblée se limite comme une simple marionnette de l'exécutif ou une caisse de résonance dont le rôle est de voter les lois qui sont amenées par le gouvernement. Je le justifie par quoi? Quand vous prenez la performance de l'Assemblée nationale, d'ailleurs de toutes les assemblées à l'exception du CNT, le nombre de projets de loi fait 95% à l'Assemblée contre 5% de propositions de loi. C'est-à-dire que les propositions de loi, c'est les lois provenues, initiées par les députés, et les projets de loi, c'est les lois envoyées par le gouvernement. Vous vous rendez compte que notre Assemblée, qui n'est même pas différente des assemblées de la sous-région, en tout cas, est là pour voter les lois envoyées par le gouvernement. Et le plus souvent, c'est les accords de financement, sans analyse préalable, sans contre-expertise. D'ailleurs, il n'y a pas assez de... L'Assemblée nationale, je l'ai dit, quand je devais transmettre mes mémoires à l'Assemblée après le CNT, je les ai dit de mettre en place un bureau d'études du Parlement. Le bureau d'études du Parlement doit être une institution composée d'experts de tout acabit qui ont pour mission fondamentale d'aider les députés à étudier les propositions qui sont mises à leur disposition. Donc, si l'Assemblée n'a pas la capacité d'avoir un tel bureau d'études, c'est une administration verticale. Je suis désolé que le gouvernement, qui est composé de beaucoup d'éminences, aura la possibilité de berner l'Assemblée, et l'Assemblée sera complice de trahir la vocation du peuple, parce qu'il est mandaté par le peuple pour voter les lois au nom du peuple, suivre et évaluer l'action gouvernementale, mais également mener des enquêtes indépendantes. Et sur la question de la performance du Parlement, mon point de vue est très clair. Si l'Assemblée n'est pas consultée pour les choix opérés par l'exécutif, il est très difficile que ces choix reflètent la volonté du peuple. Parce que la volonté du peuple ne s'exprime pas seulement à travers l'Assemblée, ça s'exprime aussi à travers le président de la République, le gouvernement qui est l'émanation et toutes les institutions de la République. Donc, le dernier niveau de contrôle de la performance gouvernementale, c'est l'inspection d'État ou les autres corps de contrôle indépendants de l'État qui doivent se prononcer sur la gestion financière du ministre. Cette gestion financière est très importante quand on sait que notre pays caracole au sommet des pays les plus corrompus de l'Afrique. Donc, si le rapport de l'inspection d'État, de la Cour des comptes ou maintenant le vérificateur général n'épingle pas un ministre, on peut considérer que sa gestion est bonne. Mais s'il y a des rapports sur le ministre qui ne sont pas le témoignage d'une gestion orthodoxe, je crois que ce ministre peut perdre sa fonction pour mauvaise gestion financière, pour détournement ou corruption. Un autre élément, c'est tout ce qui est lié à la détection et la prévention de la corruption, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui est un organe important, mais qui est réduit à sa plus petite expression dans la gouvernance de notre pays. J'ai mal au cœur quand je vois que l'Agence nationale de lutte contre la corruption est une institution qui croupit dans la poussière, dans la médiocrité, dans le désintérêt total, quand on sait que la corruption constitue un vrai fléau qui freine le développement économique de la Guinée et que cette institution, politiquement, se trouve être réduite à sa plus petite expression. Ça veut dire quoi? La vision politique actuelle, mise en œuvre actuellement dans le pays, n'est pas du tout propice à l'éradication de la corruption dans la pratique publique ou même privée. Donc, d'une manière globale, l'ossature du gouvernement me semble être budgétivore et inefficient, et l'efficacité qui devrait être l'élément essentiel de maintien ou de remplacement, il n'y a pas de règle d'appréciation objective qui permet aux citoyens lambda et à la presse de comprendre qui a fait quoi en fonction de sa lettre de mission. Mais, comme le dit le plus souvent, il y a des ministres dedans, des anciens ou des nouveaux, dont j'apprécie. Oui, qui sont quand même, qui se débrouillent pas mal. Qui se débrouillent pas mal. Même si j'étais dans les mêmes conditions de température et de pression, c'est pas évident que je fasse du miracle. C'est pourquoi je ne suis pas tenté d'être dans le gouvernement,
quand sur le plan politique, le système politique, le rapport entre les institutions, toutes ces garanties de bonne pratique en matière de bonne gouvernance dont je suis promoteur, si ce n'est pas réuni, je suis désolé, vous ne pouvez pas avoir le maximum de vous-même. Quand vous ne voulez pas, votre collègue d'à côté construit des buildings, vous devenez un maudit. Donc pour régler, mettre la corruption sur les rails, il faut le même droit pour tous, il faut les mêmes règles pour tous. Et ce nouveau ministre, c'est le professeur Bano, que j'apprécie beaucoup, pour sa connaissance du processus du système éducatif, pour son audace, sa pugnacité, et même professeur Bano, je le reconnais comme quelqu'un qui est amoureux du système éducatif, et qui a longtemps dragué le système éducatif. C'est un bon ministre, non, c'est un bon cadre qui connaît le système éducatif. Être un bon ministre, ça dépend de sa capacité à inverser les pronostics défavorables en pronostics favorables et à être ferme et avoir des bons collaborateurs et avoir des franches pour pouvoir apporter les réformes qu'il faut. Mais dans la situation actuelle, avoir Bano à la tête du ministère de l'Éducation nationale, c'est un choix éclairé. Et c'est comme celui aussi qui est à la tête de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. C'est aussi un scientifique relativement d'une certaine génération qui a du talent. Et en plus des classiques du pouvoir qui ont été ramenés à des départements comme la fonction publique et d'autres, ça va, mais l'essentiel est que le bas peuple, les citoyens de notre pays, dans leur majorité, ont été surpris au rabais du type de gouvernement de par sa composition et de par sa qualité qui a été proposée par le président de la République.